Bonjour. Donc, nous allons faire un débat aujourd'hui sur le sujet suivant, les UGC, les influenceurs et le brand content. Donc, pour commencer, on va se présenter. Donc, moi, je suis Daniel Beau, je dirige l'Institut d'études Calicanti et Brand Content Institute. Alors moi, je suis le cofondateur de la société Magnav. Et moi, je suis Swan, cofondateur de la société Magnav également. Très bien. Donc, je vous propose qu'on commence par un certain nombre de définitions. Donc, première définition, je m'y colle, brand content. Donc, brand content, c'est le fait qu'une marque devienne éditeur et crée du contenu, voire développe son propre média. Et donc moi, je me colle à la définition de l'influence. Alors, gros buzzword cette année, donc faut faire un peu attention à ce que je vais dire. Alors, avant tout, influenceur, c'est une conséquence. On est avant tout créateur, passionné par un sujet. On a réussi à fédérer une communauté et par la même occasion, on a fini par avoir de l'influence sur un sujet en particulier. Alors, il y a une troisième définition, c'est UGC. UGC, User Generated Content, c'est le fait que n'importe qui puisse créer du contenu. Exactement, en fait, ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui s'est opéré, c'est que ce sont plus seulement les marques qui vont s'adresser à leurs consommateurs d'elles-mêmes via des médias, c'est que ce sont les consommateurs peuvent s'exprimer d'eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. Donc au final, leur voix prend encore plus de place que ce que les marques peuvent dire d'elles-mêmes. Donc ça devient un enjeu crucial pour les marques de réussir à maîtriser, ou en tout cas de savoir valoriser ce que leurs consommateurs ont à dire de leurs produits. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on part de la définition brand content, on pourrait dire c'est la marque qui s'exprime, donc le consommateur n'a pas voix au chapitre. En fait, ce qu'on constate, c'est que sur le web circulent toutes sortes de contenus et que les contenus qui sont véhiculés par les collaborateurs, par les consommateurs ou par les influenceurs, ils font partie de cet ensemble global de contenus qui crée l'image de la marque. Donc, le sujet d'aujourd'hui montre bien qu'il n'y a pas une opposition entre le contenu des marques d'un côté et le contenu des influenceurs de l'autre, mais qu'il y a une convergence d'intérêts. Un premier thème que je vous propose d'aborder, c'est celui de la professionnalisation des consommateurs et des influenceurs. Ce qui est frappant, j'aimerais bien avoir votre avis, mais ce qui est frappant, c'est qu'avec les nouveaux téléphones, on constate progressivement une montée en qualité des UGC et des contenus d'influenceurs. Quel est votre point de vue là-dessus? Corentin, Swan? Alors effectivement, il y a une vague de nouveaux matériels qui permet à n'importe qui de s'exprimer avec beaucoup de qualité. L'influence telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les définitions qu'on entend aujourd'hui des personnes qui ont de l'influence sur Instagram, sur YouTube, sur des réseaux sociaux comme ça a commencé il y a 5-6 ans. À l'époque, c'était des contenus qui étaient, on va dire, relativement simples et assez informels dans leur forme. Le discours lui-même était très informel et c'est ça qui a plu énormément aux consommateurs. Sauf que petit à petit, on a commencé à voir qu'il y avait certains influenceurs qui essayaient de mettre un peu plus de qualité dans leur contenu, d'avoir un peu plus de fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir des contenus qui sont de meilleure qualité, que ce soit effectivement dans la forme, on va avoir quelque chose de visuellement très joli, ça devient beaucoup plus esthétique que par un temps. Et ça, c'est quelque chose qui devient d'autant plus intéressant pour les marques, que ce soit en logique de branding, on va essayer d'aller au-delà de simplement la popularité ou l'audience qu'on allait chercher chez les influenceurs à l'origine. Et ce que je peux rajouter, je pense qu'il peut être intéressant, c'est là où les marques peuvent apporter de la valeur ajoutée en collaborant avec les influenceurs, c'est de leur permettre de professionnaliser un petit peu leur manière de produire leurs vidéos, c'est-à-dire soit en apportant des compétences techniques dans la manière de réaliser des vidéos, soit en apportant des compétences, on va dire, plutôt en matière de conception de leurs produits, de leurs services. Typiquement, on peut citer deux marques, on peut citer Cdiscount qui aide les influenceurs en leur apportant du matériel technique. Et après, on peut citer d'autres marques, j'en sais rien, moi, dans le domaine de tout ce qui est bio, c'est d'expliquer comment sont conçus leurs produits, avec quel type d'éthique, pour expliquer à l'influenceur comment il faut justement véhiculer ces valeurs de marque-là. Et donc, je pense que c'est là où les marques et les influenceurs peuvent se retrouver, c'est en professionnalisant ce secteur-là, en apportant des compétences mutuelles ensemble. Alors, il y a un autre aspect dans la professionnalisation des influenceurs, c'est le fait qu'on a pu voir, il y a encore un certain nombre d'années, des influenceurs qui faisaient la promotion un peu bête et méchante des marques. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris
qu'il ne fallait pas qu'ils acceptent n'importe quoi. Et d'un autre côté, les marques commencent à comprendre de mieux en mieux qu'elles ne doivent pas exiger de la part des influenceurs de répéter mécaniquement un discours ou d'être asservis à leurs besoins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, une vidéo, c'est pas le nouveau 4x3 du web, donc il faut faire attention. Donc c'est pas non plus un influenceur sur lequel on va coller une image de marque. Le gros avantage avec le fait que l'influence marketing commence à prendre un peu de notoriété, c'est que les influenceurs sont de plus en plus sollicités par les marques et du coup ils ont la possibilité de choisir vraiment les partenariats avec lesquels ils sont en phase, avec lesquels ils ont des valeurs. Donc après, le gros intérêt et le gros enjeu pour les marques, ça va être de trouver le juste milieu entre son objectif en termes de messages à faire passer et laisser toute la créativité, toute la manière d'expression de l'influenceur pour qu'il puisse véhiculer la valeur de la marque à travers ses propos. Donc il y a un juste milieu à trouver et je pense que si on a quelque chose à faire, c'est d'aider les marques et les influenceurs à se retrouver sur ce terrain d'entente. Il faut qu'ils apprennent à mieux se comprendre. Alors, vous qui êtes des observateurs très attentifs des influenceurs, notamment grâce à votre outil SEO, vous avez une thèse concernant les micro-influenceurs et les macro-influenceurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette thèse ? Alors effectivement, donc le logiciel Skio, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte tous les jours sur YouTube, il analyse beaucoup de données provenant de YouTube, et donc on a une vision assez fidèle du marché, c'est-à-dire que les influenceurs ne s'inscrivent pas dessus. Mais en termes d'engagement, de notoriété pour une marque, l'idéal, c'est pas forcément d'aller chercher les macro-influenceurs, qui sont mathématiquement très coûteux, et l'engagement commence à baisser déjà, ni les micro-influenceurs, c'est plutôt les influenceurs qui se situent entre 100 000 et 600 000 abonnés. C'est un reach parfait pour les annonceurs. On voit que l'engagement est à un très bon niveau, les vidéos sont très bien perçues, ça permet de générer beaucoup de trafic pour les annonceurs, et surtout ils sont dans une dynamique de prise d'abonnés qui est assez intéressant, donc je pense que c'est vraiment dans ce créneau-là qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les marques. Il y a combien aujourd'hui d'influenceurs qui sont dans cette fourchette, grosso modo ? Alors là, je n'ai pas de chiffre en tête, très franchement. J'en ai aucune idée, là, comme ça. Je sais que nous, on a référencé de manière automatique, puis qu'on a contrôlé de manière manuelle derrière pour avoir de la qualité. On a 17 000 influenceurs qui sont référencés. On pourra mettre en ligne effectivement des informations concernant ce panel-là. C'est une très bonne question. Alors, il y a toujours sur la professionnalisation des influenceurs, on voit que la dimension esthétique est quelque chose qui monte en puissance. On a un site qui s'appelle Foobiz qui référence les influenceurs artistes. Mais on voit même que chez les youtubeurs, il y a une montée en qualité. Par exemple, si vous allez, je vous invite à aller sur le site YouTube de Enjoy Phoenix. La dernière vidéo sur sa visite du festival de Coachella est absolument somptueuse. Donc vous, comment vous observez ça ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où l'aspect esthétique est plus important ? De façon pas vraiment surprenante, ce sont les secteurs qui sont les plus représentés sur Instagram, qui est à l'origine déjà le réseau qui était favorisé par les influenceurs pour créer des contenus esthétiques. C'est la mode, c'est le voyage et c'est tout ce qui va toucher au style de vie, au lifestyle. Sur YouTube, on observe un petit peu la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec Enjoy Phoenix. C'est dans la beauté, dans la mode que ça a commencé. J'ai quelques autres influenceuses en tête qui ont réalisé des contenus absolument extraordinaires, par exemple pour des hôtels, pour des résidences de voyage. Et c'est là-dessus qu'on observe les meilleurs contenus. J'avais quelque chose d'autre à préciser tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était, mais effectivement je pense que c'est dans l'air du temps en fait, d'améliorer la qualité de ces contenus-là. Ça correspond à ce que les gens cherchent à voir aujourd'hui. Il y a de plus en plus de vidéos à la demande, que ce soit par des Netflix ou par des canals, etc., où ce sont des contenus qui sont très bien réalisés. Je pense que les youtubeurs essayent de s'aligner là-dessus. Ce sont avant tout des créateurs, c'est ça qu'on oublie souvent en parlant d'influenceurs, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Et ce sont avant tout des créateurs. Une personne qui a 200 000 abonnés ou qui a 500 000 abonnés, ils n'en sont pas arrivés là comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'ils ont appris certains codes, qu'ils ont développé eux-mêmes une façon de raconter des histoires, de faire rêver, de divertir les gens ou de leur apprendre des choses. Et ça passe par la qualité de leur réalisation. Et petit à petit, c'est une réalisation qui va venir à se professionnaliser, à devenir de plus en plus propre et esthétique. Nous entrons dans la dernière partie de notre échange, qui est essayer de réfléchir à l'avenir de l'influence et à l'avenir de l'UGC. Alors pour démarrer cette séquence, je voudrais d'abord
évoquer une initiative récente qui est celle de Airbnb, qui a lancé les Airbnb Stories. Donc les Airbnb Stories, c'est la possibilité pour n'importe quel individu de créer un contenu composé de 10 vidéos verticales. Chaque vidéo doit faire moins de 10 secondes. Ces vidéos sont des vidéos en plan fixe. Elles sont accompagnées d'un certain nombre de recommandations et de chartes pour que le texte qui figure en association avec ces vidéos soit le plus systématique possible. Quelle est votre réaction à cette initiative? Alors là, ce n'est pas les influenceurs, c'est de l'UGC. Il faut aussi préciser que ces stories, elles ont vocation à mettre en valeur les destinations. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de vidéos sur Rio de Janeiro proposées par des individus qui donnent envie d'aller dans cette ville. Donc, votre point de vue sur... Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque communautaire, Airbnb, qui s'est beaucoup construite sur ce que les gens ont pu expérimenter en termes d'expérience en voyageant grâce à Airbnb. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont appropriés quelque chose qu'ils trouvaient être intéressant pour leur communauté et embellir leurs produits. Et au lieu de se focaliser sur le produit lui-même, c'est-à-dire au lieu de se contenter de montrer l'intérieur d'un appartement ou d'une villa qui pourrait être louée, eh bien, ils ont proposé aux gens de partager l'expérience qui peut arriver à un endroit dans lequel on peut aller voyager. Et il se trouve que Airbnb permet d'aller voyager là-bas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment essayer d'inspirer les gens plutôt que d'utiliser cette méthode de la story pour essayer de vendre leurs produits directement. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est d'enrichir l'expérience. Oui, c'est là où on voit que c'est du brand content, c'est-à-dire que c'est sous l'égide de Airbnb que les consommateurs sont invités à produire des contenus, et donc Airbnb réussit de cette manière-là à industrialiser des city guides et à avoir une variété, une richesse de contenus sans avoir à en payer les frais. Et en même temps, et là je reviens à un autre point de prospective, c'est que l'avantage du contenu produit par le grand public, c'est qu'il est authentique, qu'il est vécu, il est performatif, c'est-à-dire que les gens qui font, ils performent en même temps qu'ils le font, et ce contenu, il est extrêmement incitatif et communicatif. Oui, les gens, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui sont donc du coup avant tout des tiers de confiance, c'est-à-dire que ce n'est pas Airbnb, donc c'est pas la marque elle-même qui va communiquer, ce sont ses clients qui vont communiquer eux-mêmes de façon spontanée sur la façon dont ils ont apprécié et dont ils ont eu une expérience avec le produit. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ce sont les gens eux-mêmes qui vont avoir ce pouvoir de recommandation sur leurs amis, sur leurs connaissances, et effectivement c'est pas la marque elle-même qui va vendre son produit. Vous, quelles sont les choses qui vous marquent concernant l'avenir de l'influenceur? Comment vous voyez se dessiner le futur? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ardemment? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Ouais, effectivement, il y a plein de choses. On tend à essayer d'automatiser justement la relation influenceur-marque. Je pense qu'il va falloir mettre un peu la pédale douce là-dessus. L'objectif, c'est d'avoir une relation in situ personnelle avec les influenceurs. C'est de pouvoir avoir une relation privilégiée avec sa marque, avec lui, donc générer des échanges. Donc déjà, je pense que ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir que les annonceurs commencent à internaliser cette compétence-là, un peu comme le community management il y a quelques années, où c'était les agences qui s'en occupaient, et il y a des annonceurs qui ont décidé de l'internaliser pour avoir cette proximité. Je pense que c'est essentiel. Il y a quelques belles réussites comme ce que fait Cdiscount en interne. Ils ont des super équipes. Ils gèrent vraiment d'une main de maître leur relation avec leurs influenceurs. Je pense qu'ils ont une grosse avance. C'est la même chose pour L'Oréal. Donc je pense qu'il faut faire un mix, c'est-à-dire techno homme, c'est-à-dire lorsqu'on va contacter un influenceur, il faut qu'on ait une techno qui puisse nous dire bah voilà, ce sont ces profils-là qu'il va falloir identifier, et ensuite que la marque puisse s'impliquer dans la relation avec ses influenceurs, y est passer du temps. Et ensuite sur la manière de gérer les influenceurs, aujourd'hui il y a beaucoup de one-shot, et je pense que les choses intéressantes à faire sont des collaborations sur le long terme, et de pouvoir les impliquer dans des conceptions de produits, les faire venir à des événements, leur faire comprendre la raison d'être de la marque, et je pense que là c'est encore aujourd'hui trop peu exploité par les annonceurs. Oui, il semblerait qu'il y ait eu une tendance pendant quelque temps d'utiliser les influenceurs en les associant à toute une série de marques. Et ensuite, évidemment, ils devenaient beaucoup moins désirables pour les nouvelles marques et ils étaient un peu mis de côté. Cette tendance doit laisser une place à une gestion de carrière
mesurée, avec des partenariats à long terme, parce que pour les marques, il n'est pas sain de faire des associations fugaces. Une marque doit se construire dans la durée. Est-ce que vous avez des visions sur cette histoire de long terme? Est-ce que vous avez des marques qui vous semblent particulièrement pertinentes? Je pense que le plus intéressant, ce serait de répondre avec une petite anecdote qu'on a eue. On a un client dans la grande consommation qui nous proposait de faire découvrir la fabrication de certains de ses produits. Et pour ça, on est allé voir une influenceuse qui était assez reconnue dans le domaine de la cuisine. Et on lui a proposé cette opération-là. Bon, et cette influenceuse nous a expliqué que elle n'était pas forcément intéressée pour faire cette opération, en particulier pour cet acteur-là, parce qu'elle ne se retrouvait pas dans les produits de cette marque-là. Il nous a dit, en revanche, si vous nous trouvez des produits qui sont plutôt bio, etc., ça m'intéresse, mais cette marque-là en particulier, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est presque professionnalisé, et donc les influenceurs reçoivent suffisamment de sollicitations de la part des marques pour avoir le luxe de choisir les marques avec lesquelles ils veulent travailler, en se reconnaissant dans les valeurs de la marque, en croyant particulièrement dans les produits de cette marque-là, ce qui fait que ça permet de créer des relations sur le long terme avec ces marques, et donc au final on a des influenceurs qui ont l'habitude de travailler avec des marques en particulier et pas avec d'autres, donc effectivement on a beaucoup plus de respect de l'internaute de ce point de vue-là. Il faut donc favoriser une sélection naturelle, sélection des marques, une sélection des influenceurs, et votre outil SEO a vocation à aider les marques à choisir les bons partenaires. Absolument, se focaliser vraiment sur la qualité, c'est-à-dire que nous, sur notre outil, au lieu de remonter seulement des influenceurs, on va se focaliser sur le contenu, en identifiant un contenu qui est pertinent pour une marque, en disant voilà le créateur qui en est à l'origine, si tu apprécies ce créateur, tu peux aller travailler avec lui, voilà ses statistiques, etc. Mais on se concentre sur le contenu, faire attention aux marques qui ont travaillé avec cet influenceur-là, de façon vraiment à essayer de faire quelque chose de sensé et pas industrialiser au maximum cette relation ça n'aurait pas de sens. Super, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et donc, je donne rendez-vous avec la société Magnav et leurs produits SEO, si vous voulez en savoir plus sur les influenceurs. Merci. Merci.